Dans cette vidéo, je vais parler du projet numéro 1 qui consiste à l'implémentation d'une stratégie systématique de trading sur les marchés Forex. Le but est de trouver les signaux alpha ou bien de chercher ces signaux alpha, les signaux d'achat et de vente et effectuer une diversification dynamique sur un portefeuille constitué par 4 paires de devises. Le but de cette diversification dynamique est de réduire le risque diversifiable. Alors, puisqu'on est, on est en train de travailler dans un projet de sciences des données, data science, alors nous sommes en train de suivre la méthodologie IBM Master Plan méthodologie ou bien The Foundational Methodology. Si vous voulez avoir une explication exhaustive de cette méthodologie, il suffit de cliquer sur ce lien pour trouver ma vidéo qui fait 1 heure et où j'expose les différentes étapes de cette méthodologie. Bon, il suffit d'écrire Foundation Methodology for Data Science, méthodologie IBM Master Plan, Machine Learning FR bien, d'aller trouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Sinon, aujourd'hui, je vous propose de parler de Business Understanding. Pour le Business Readiness, j'ai préparé 4 vidéos. Tactique efficace pour résoudre les problèmes d'IA en entreprise, 15 minutes. Tactique efficace pour résoudre les problèmes d'IA en entreprise, c'est la suite de la première vidéo, 33 minutes. Tactique efficace pour vaincre la résistance au changement IA. Donc là, c'est sur ces 2 heures, je n'ai pas encore fini, c'est-à-dire de parler de la stratégie qui permet de faciliter la transformation IA en entreprise. Je suis en train de suivre ce livre-là, FinTech, les banques contre-attaque, préfacé par le PDG de la Société Générale, Frédéric Odia. Donc, si vous voulez en fait avoir plus d'idées sur l'étape de Business Readiness, soit vous regardez mes 4 vidéos, et je vais continuer bien sûr à réaliser d'autres vidéos car je n'ai pas encore fini, ou bien il suffit d'aller lire ce livre-là. Allez, pour les 4 vidéos, vous pouvez les trouver sur ma chaîne YouTube. Je commence donc par la partie, par l'étape de Business Readiness. Alors, j'ai préparé en fait 2 présentations. Donc, dans la première présentation, je vais finir par vous exposer la stratégie combinée, c'est-à-dire diversification dynamique couplée avec des stratégies de trading. Donc, les stratégies de trading, c'est pour chercher les signaux alpha et la diversification dynamique pour réduire le risque. Puis, je vais vous parler des indicateurs empiriques et techniques. Alors, je commence donc par quelques rappels de base. Tout d'abord, quelques définitions. Qu'est-ce qu'un titre financier? Donc, un titre financier est un titre qui représente une partie du capital d'une société ou une partie de son endettement, par exemple le bon du trésor. Il donne le droit à son acquéreur de bénéficier de flux futurs de trésorerie, remboursement avec intérêt ou échange d'un investissement initial. Ces flux futurs sont incertains. Ils dépendent de nombreuses variables qui changent en fonction du titre financier. Là, c'est par rapport au marché action. Qu'est-ce qu'un portefeuille financier? Un portefeuille financier désigne un ensemble de titres financiers détenus par une société ou un individu. Un même portefeuille peut contenir différents types de titres financiers. Là, je vous donne l'exemple d'un portefeuille constitué uniquement par des crypto-monnaies, par des monnaies crypto. Par exemple, Ethereum, Solana, Luna, et ainsi de suite. Donc l'idée en fait derrière un portefeuille, c'est de diversifier le capital initial sur plusieurs titres financiers. Par exemple, là, 20% Ethereum, 5% Solana, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bien évidemment, dans notre cas, dans notre projet, on ne va pas travailler sur le marché crypto, mais plutôt sur le marché Forex. Et je vous propose ces 4 paires de devises, donc 5 devises étrangères. Donc il y a l'euro-dollar, euro-USD, le dollar yen japonais, USD JPY, le dollar américain GPB, donc USD GPB le pound, le dollar avec le pound, et le dollar contre le CHF.
Bien évidemment, je vais vous montrer après comment collecter ces données à partir de MetaTrader et à partir de plusieurs autres sites. Sinon, si vous voulez commencer directement à travailler, il suffit d'aller sur le répertoire GitHub. Vous allez trouver pour ces 4 paires de devises, vous allez trouver 8 fichiers des données avec une profondeur de 3 ans, c'est-à-dire entre le 29 octobre 2023 et on revient jusqu'au 29 octobre 2020 avec une granularité temporelle de 10 minutes et on va trouver le ask et le bid pour l'euro USD, pareil pour le GBP USD, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous avez 8 fichiers, on va les analyser après. Donc dans notre cas, en fait, notre portefeuille va porter plutôt sur ces 4 paires. Malgré que moi je donne quand même l'exemple sur des crypto-monnaies. Je continue alors dans la présentation. Qu'est-ce qu'un rendement d'actif? Donc le rendement ou bien la performance d'un actif est la progression en pourcentage de la valeur d'un placement sur cet actif sur une certaine période. Donc on peut parler d'un rendement journalier, un rendement hebdomadaire, un rendement mensuel, un rendement à partir du début de l'année, ce qu'on appelle le YTD, Year to Day, ou bien un rendement sur une année glissante. Il est calculé via plusieurs formules. Donc là, je vous donne, dans le cas d'une action d'une entreprise, le rendement linéaire est donné par le prix de l'action aujourd'hui, moins le prix de l'action hier, plus éventuellement les dividendes, le flux de trésorerie perçu, divisé par le prix de l'action hier. Bien sûr, le prix à la fin de la séance. Mais puisque ça c'est dans le cas des entreprises, dans les marchés equity, actions, puisque les dividendes en fait on ne les verse pas tous les jours, donc de manière générale, donc dans 99% des cas, le flux de trésorerie perçu c'est 0, donc on va finir par la fameuse formule PI moins PI moins 1 sur PI moins 1. Voilà la formule du rendement linéaire journalier. Après, pour le rendement hebdomadaire, ou bien un autre rendement, là il suffit de remplacer le 1 par 5. Donc PI moins 5 sur PI moins 5. Maintenant sans dividende, donc ça va donner PT moins 1 sur PT moins 1 pour le rendement linéaire. Dans notre cas Forex, donc on va plutôt pour le rendement linéaire, on va travailler avec cette formule-là. PI moins 1 sur PI moins 1. Après, est-ce que ça dépend de la granularité? Si on va travailler avec des données avec une granularité de 10 minutes, donc PT, imaginons c'est 10h00, donc PT-1 c'est 9h50 minutes. Donc c'est la cotation de l'euro-dollar à 10h00 moins sa cotation à 9h50 divisé par la cotation à 9h50. Sinon, plus simplement, on peut dire PT sur PT-1 moins 1, c'est plus facile. On peut aussi définir un rendement logarithmique. C'est le log népérien du PT sur PT-1. Maintenant, la volatilité. La volatilité permet de mesurer le risque. Le risque se mesure ici par la volatilité, notée sigma, d'un actif. Elle est égale à la racine carrée de la moyenne des écarts à la moyenne. Donc l'idée c'est quoi? On va tout d'abord prendre la série temporelle cotation de l'euro-dollar. Voilà, par exemple avec une granularité 10 minutes. Puis on va calculer le rendement sur cette série temporelle PT moins PT-1 sur PT-1. Donc on va finir par une série temporelle rendement. Bien évidemment dans les prochaines vidéos je vais vous montrer ces calculs avec du code Python. Mais pour l'instant essayez de comprendre ça avec moi, comme ça, à la main. On va finir par une autre série temporelle rendement. Bien évidemment on ne va pas avoir en fait la première valeur puisqu'il n'y a pas de valeur précédente. Et sur cette série temporelle on va calculer une variance. Et puis on va calculer la racine carrée de la variance. Donc la racine carrée de la variance,
de la série temporelle rendement linéaire sur la cotation de l'euro-dollar constitue la volatilité. Puisqu'en fait c'est une racine carrée d'une variance, donc c'est la même unité que la paire. Voilà. Donc là, la formule est donnée. Donc n, c'est le nombre de périodes observées. Donc on divise ici par n. Xm, c'est la moyenne des cours. Donc là c'est tout simplement c'est la formule. En fait, en dessous de la racine carrée, c'est la formule de la variance. La variance, c'est un estimateur statistique qui permet de quantifier la variabilité d'une variable aléatoire, la variabilité d'une série statistique donnée. Dans notre cas, ce sont des séries temporelles. Donc, deux possibilités. Donc, en fonction du temps, soit en fait nous avons cette courbe ou bien ce pattern et on parle en fait d'une faible volatilité, ou bien nous avons ce pattern là et on parle d'une forte volatilité. Bien sûr, ce pattern là c'est par rapport à l'actif financier. Donc là, par exemple, si je vous montre la courbe de l'euro-dollar, on voit qu'il existe en fait une très grande, c'est-à-dire la journée du 3 novembre, à partir de midi, nous avons assisté à une très grande volatilité. Après, bien évidemment, je vais vous expliquer les différents régimes sur les marchés forex. Je continue, donc ça c'est par rapport à la volatilité. Maintenant, on montre les performances historiques des différents titres financiers. Donc par exemple là c'est Unicredit en rouge, hein, c'est une banque. En bleu c'est une autre banque, d'accord? Voilà, donc on voit ici la valeur de l'action varie à peu près entre 99 et 104 c'est-à-dire entre mai 2015 et mai 2017. Par contre là pour Air France, pour Deutsche Bank, pour Nokia, entre octobre 2015 et juillet 2017, on voit que le prix de l'action varie entre 50 et 225. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On dit, dans le premier cas, on dit que les titres financiers sont caractérisés par une faible volatilité, un faible rendement. Et pour les titres à droite, ils sont caractérisés par une forte volatilité, donc un fort rendement. Donc ceux dont la volatilité est faible sont également ceux dont la performance est faible. Après, bien évidemment, il existe un choix. Est-ce qu'on va targeter le rendement avec un risque élevé? Quand on dit forte volatilité, donc c'est un risque élevé, ou bien en fait on va chercher des petits rendements et on essaie de rester loin des risques, des différents risques. Là en fait on parle plutôt de la stratégie et de la manière avec laquelle l'investisseur va investir son argent, et bien sûr la politique de la direction risque marché de la banque ou bien de l'asset manager, parce qu'on est en fait sell side ou bien buy side. C'est très compliqué, mais je suis en train de vous parler des grandes lignes, des grandes tendances. Voilà. Et on va parler de ça dans les prochaines vidéos. Bien évidemment, en fait, sur un portefeuille, on va définir un ratio qui est appelé le ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe possède cette formule, c'est R, le rendement du portefeuille, moins RF, le rendement du taux sans risque, c'est-à-dire l'actif financier où on peut gagner de l'argent sans avoir de risque. Par exemple, un compte d'épargne. Bon, c'est théorique, mais voilà, je vous donne peut-être l'actif financier en fait le moins risqué. Ou bien RF peut être le taux sans risque par rapport en fait à des obligations, divisé par sigma P par le risque. Voilà la formule de ratio de Sharpe. Donc nous, quand on veut construire un portefeuille,
on essaie de maximiser le ratio de Sharpe. Donc on essaie de maximiser cette quantité. C'est un problème d'optimisation. L'idée c'est de maximiser le ratio de Sharpe. Bien évidemment, il existe en fait plusieurs, dans la théorie de diversification des portefeuilles d'actifs financiers. On peut parler de plusieurs. Il y a le ratio de sortie-non, le ratio de Sharpe. Après, on peut targeter, on peut essayer de minimiser les risques, comme le RC Equity Risk Contribution. Il existe plusieurs théories permettant d'avoir le meilleur pourcentage, le meilleur en fait la allocation sur les actifs financiers. Mais la théorie classique parle ou bien se concentre plutôt sur le ratio de Sharpe, classiquement. Donc, calcul de rendement d'un actif ou d'un portefeuille par unité de risque. Le rendement est noté R ou RP pour un portefeuille. Je vais vous montrer dans quelques minutes comment on calcule un rendement sur un portefeuille, auquel on soustrait le rendement du taux sans risque. Donc, le rendement du portefeuille, tout simplement, c'est la somme des poids, des pourcentages qui multiplient le rendement de chaque actif financier. Donc en fait, nous, qu'est-ce qu'on va faire à un moment donné? Nous avons la cotation, ou bien la série temporelle euro-dollar, USD CHF, GPB USD, USD JPY. Puis en fait, pour chaque série temporelle, on va calculer la série temporelle rendement linéaire selon la granularité. Si on travaille avec daily, avec une granularité journalière, donc en fait c'est un rendement journalier, sinon c'est un rendement toutes les 10 minutes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc 4 séries temporelles rendement. On va calculer en fait un rendement moyen, tout simplement. Donc nous avons RI, et puis on va multiplier ce rendement par WI, on fait la somme et on obtient le rendement du portefeuille. On fait ces linéaires. Ça vous rappelle que c'est comme l'espérance. L'espérance, là je parle en fait, je suis vers la probabilité. Donc plusieurs Sharpe existent. Celui présenté ici est égal à SP, est égal à RP moins RF sur sigma P. Sigma P, c'est la volatilité sur le portefeuille. Je vais vous montrer comment on calcule cette volatilité. Donc, dans le plan rendement volatilité, ou bien rendement risque, ou bien performance sur l'axe des Y, risque sur l'axe des X, on va quelque part ici mettre RF sur l'axe des ordonnées. Bien évidemment, il se trouve quand on projette C0, donc RF, c'est le rendement du taux sans risque. Donc le risque ici, c'est 0. Donc voilà, là, on va dire, allez, c'est 5%. Puis, on va finir par exemple, là, par deux portefeuilles. Trace de droite, nous avons deux portefeuilles. Je vous demande, donc, le portefeuille B, ce point-là, quand on le projette, nous avons un risque de 3 avec un rendement de 8. Par contre, le portefeuille A, nous avons un risque de 3 et un rendement de 11%. Que peut-on déduire de ce graphique? Bon, je vous laisse en fait répondre à cette question dans les commentaires. Maintenant, l'optimisation de portefeuille. L'optimisation de portefeuille montre qu'il est possible, grâce à un choix des actifs, de réduire le risque et de maximiser le rendement. Ceci est possible par la réduction de risques spécifiques, c'est-à-dire le risque qui n'affecte qu'un seul titre ou un petit groupe. Une partie du risque n'est pas diversifiable, le risque de marché ou le risque systématique. Cette courbe montre bien, ou bien explique bien ces trois paragraphes. Donc là, dans l'axe des Y, nous avons mis les quatre types de portefeuille, autrement dit le risque du portefeuille, donc sigma P. Et qu'est-ce qu'on remarque en fait? On va dire, tiens, imaginons nous avons, par exemple, nous avons 50 000 dinars tunisiens. Imaginons, on se propose d'investir notre argent sur le marché tunisien, le marché c'est-à-dire la bourse de Tunisie. Nous avons 50 000 dinars. Et devant nous, bon, ça c'est un peu vieux, hein, c'est pas 85 entreprises, à peu près 80 entreprises. Donc l'idée, on va dire, tiens, on va concentrer les 50 000 dinars sur un seul titre. On va choisir en fait une seule entreprise, un seul titre, une seule action parmi ces 80 et on va placer 50 000 dinars. Donc on est dans ce cas-là, donc on est ici.
On voit bien que si l'action de cette entreprise va subir une forte baisse, donc on va perdre beaucoup d'argent. Donc le risque ici, il est énorme, puisque nous avons concentré tout notre capital dans une seule action, Je vous donne en fait un exemple sur le marché Forex. Imaginons, nous avons un compte démo de 10 000 dollars américains. Voilà, nous avons, là c'est uniquement c'est du bleu. Donc notre position contient uniquement des dollars américains, 10 000 dollars américains. Et on va placer ces 10 000 dollars américains sur la paire euro-dollar. Donc on va, avec les 10 000 dollars américains, on va en fait acheter des euros. Et on va dire, tiens, on va acheter ici. On va spéculer que l'euro-dollar va, c'est-à-dire sa valeur va augmenter. Et on va dire, tiens, on va acheter ici. Et on va vendre ici. Sauf que là moi, je parle en fait d'un fait dans le passé, donc c'est très facile. Donc je peux vous dire, tiens, si c'est-à-dire vendredi dernier, j'ai mis mon argent à midi, enfin, oui, à 1h du matin, vendredi dernier, enfin avant-hier, là, dans ce niveau-là, et j'ai attendu en fait toute la journée de vendredi, donc avant la fermeture du marché, vers 19h. Et je vends ici, donc j'aurais dû gagner, tout ça, c'est-à-dire toute cette différence. Sauf que, imaginons en fait que, bon, je peux vous montrer en fait, voilà, on voit bien que c'est très compliqué, enfin, il y a du haut et du bas, le marché va dans toutes les directions. Bon, après, est-ce que, enfin, il y a des gaps, là c'est le fameux gap en fait entre le 7, 8, 9 octobre, le week-end du 7 octobre 2023. Maintenant, c'est trop risqué en fait de concentrer son argent sur un seul actif financier, sur un seul titre, sur une seule paire de devises. Voilà pourquoi je vous propose dans ce projet qu'on va en fait mélanger la diversification dynamique, bon, Markovitch ou autre, avec en fait la recherche des signaux alpha. J'espère que j'étais clair. Alors, donc quand on place tout notre argent, tout notre capital dans un seul titre, donc là, nous avons un risque de concentration et le risque est très élevé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, mathématiquement, quand on passe, en fait, on va dire, tiens, on ne va pas placer tout l'argent sur un seul titre, mais plutôt on va placer le capital initial, en fait, sur deux titres. Donc, mathématiquement, le risque diversifiable va diminuer, il va baisser. Bon, j'ai oublié de vous dire qu'il existe en fait deux composantes de risque. Il y a la composante risque diversifiable, et puis il y a le risque systématique. En fait, le risque systématique, c'est comme un biais. C'est-à-dire les gens qui font du data science savent ça veut dire quoi le biais. Les biais, en fait, c'est l'erreur systématique qui, de manière générale, constante, et elle est très compliquée de s'en débarrasser. Donc, après, en fait, je peux vous montrer ça avec des calculs mathématiques. Quand on augmente le nombre d'actions dans le portefeuille, ou bien de paires de devises, donc au lieu de mettre l'argent, tout le capital sur l'euro-dollar, on va diviser, on va splitter, on va mettre en fait un pourcentage sur l'euro-dollar et un autre pourcentage sur l'USD-CHF. Déjà, on remarque que c'est antisymétrique. Bon, après, on verra ça dans les vidéos là où je vais écrire du code devant vous et on va analyser vraiment ces paires. Après, quand on dit tiens, on ne va pas placer le capital initial uniquement sur deux paires, mais sur trois paires, donc le risque diversifié va encore diminuer. Après, quand on va dire tiens, sur quatre paires, encore mieux. En fait, voilà l'explication maintenant sur les marchés actions. Imaginons, on va dire, tiens, on ne va pas placer tout le capital initial sur une seule entreprise, par exemple une entreprise pétrolière. Allez, on va placer ce capital sur, par exemple, 5 entreprises pétrolières. Donc là, est-ce qu'on a effectué une diversification? Oui. Est-ce que le risque diversifiable va diminuer? Oui.
mais en fait, on risque quand même que si tous les secteurs pétroliers vont subir, par exemple, un choc, eh ben, on risque en fait de perdre notre capital, ou bien un grand pourcentage de notre capital initial. Voilà pourquoi une idée qui consiste en fait à dire tiens, on va placer un pourcentage, c'est-à-dire on va tout d'abord segmenter le marché. Voilà pourquoi, c'est-à-dire à la fin ici, je vous parle en fait de la segmentation, d'un marché. Donc on va segmenter le marché avec en fait tout simplement selon en fait tout simplement le secteur d'activité ou bien le secteur économique ou bien selon en fait un algorithme de segmentation en utilisant le machine learning, K-means ou autre, UMAP ou Disney, bon peu importe. On va en fait selon les groupes ou bien selon les segments économiques, on va choisir une entreprise et puis on va placer en fait un pourcentage déterminé après l'application d'un algorithme de diversification, on va placer un pourcentage sur cette entreprise. Donc le risque, en fait, il va encore diminuer. Après, si on passe en fait à un cas théorique, donc quand on n tend vers plus l'infini, là, le nombre d'actions dans le portefeuille augmente et tend vers le nombre d'actions dans le marché, bien évidemment, on va atteindre un comportement asymptotique. Bien évidemment, c'est théorique, car quand on va placer l'argent sur plusieurs actions, il faut commencer à compter les fees, les coûts de chaque transaction, car nous, en fait, on n'est pas, je parle par exemple pour un trader retail ou bien pour une petite banque sur un marché bien déterminé, on ne peut pas effectuer la transaction sans payer une certaine somme d'argent appelée coût, fees. Par exemple, là, au Forex, si on va afin, c'est-à-dire d'acheter et de vendre ces paires de devises, afin de trader tout simplement, il faut passer par un broker, un courtier, et ce courtier, c'est lui qui va nous faciliter cette tâche-là, qui nous fournit la plateforme de trading, qui nous fournit en fait beaucoup d'informations, les données et tout. Donc, à chaque transaction, il y a un coût. Donc, il est clair, donc, quand on ne peut pas dire, tiens, quand un tend vers l'infini, l'idée est simple, on va dire, ok, si on veut réduire ce risque, tout le risque, le marché tunisien contient par exemple 80 entreprises, et ben on va mettre en fait notre argent sur ces 80 entreprises. Sauf que là, le coût de ces transactions va peut-être dépasser le profit. Donc il y a c'est-à-dire un calcul à faire. Voilà. Donc en bas, on voit bien qu'il est très compliqué maintenant de contourner le risque systématique, qui est le risque de marché. Il existe en fait des techniques on peut après investir dans des fonds, mais bon, là, en fait, on sort vraiment de ce projet. Voilà. J'espère que vous avez compris pourquoi j'insiste en fait beaucoup dans ce projet. Donc l'idée de ce projet, c'est pas uniquement de chercher des signaux alpha, c'est-à-dire on va dire tiens, on va appliquer un algorithme de machine learning, l'algorithme en fait il va prédire un algorithme de classification, on va dire tiens le marché il va baisser ou bien il va monter, il va partir à la hausse. Et ben allez, il va partir à la hausse, allez, on s'engage dans une position longue, achat, buy. Sinon, s'il va partir à la baisse, on s'engage donc dans une position short, vente. Non, c'est plus compliqué que ça. Bon, on peut faire ça, mais ça ne correspond pas en fait à la réalité. Voilà pourquoi il faut en fait coupler les deux. La recherche des signaux alpha avec une diversification efficace. Voilà. Ok, je continue. Donc, optimisation de portefeuille. Exemple, portefeuille à deux actifs. On considère deux actions, Carrefour et Michelin par exemple. Grâce aux informations suivantes, peut-on déduire des compositions de portefeuille optimales. Donc là, le rendement en fait sur Carrefour c'est 10%, le rendement sur Michelin c'est 11%. La volatilité de l'action Carrefour c'est 29,7%, la volatilité sur Michelin c'est 33,9%. La corrélation entre les deux c'est 0,335.
Donc le rendement du portefeuille, je viens de vous montrer la formule, c'est le poids donné par, par la théorie en fait, de diversification. En fait, on peut commencer par un portefeuille empirique, equally weighted. On va dire, tiens, nous avons quoi? Nous avons deux entreprises, Carrefour et Michelin. Ok, on va mettre 50% de notre capital initial sur Carrefour, 50% de notre capital initial sur Michelin. Mais on va finir par 50% fois 10%, plus 50% fois 11%. Et on calcule en rendement. Ça, c'est le portefeuille, c'est un portefeuille empirique. Sauf que, donc, vous avez compris que WI, en fait, nous, on contrôle WI. C'est le choix de l'investisseur. Voilà. Maintenant, la volatilité du portefeuille de un actif, la formule devient plus compliquée. Donc là, je suis en train de parler de ce fameux sigma P. Je viens de vous dire que je vais vous expliquer cette formule. En fait, c'est une double somme WI, WJ fois la covariance entre les deux titres. Voilà. Avec WI, poids de l'actif dans le portefeuille. Donc là, bien évidemment, si on projette un portefeuille dans le plan rendement risque, ou bien rendement volatilité, performance risque, on va finir par une frontière efficiente, voilà, quadratique. Donc là, par exemple, ce fameux portefeuille empirique equally weighted, 50% Carrefour, 50% Michelin, va donner un rendement portefeuille, ou bien là c'est plutôt, on parle de risque, c'est 26,2%. Donc le risque ici, c'est 26,2%. Après, le rendement, il est là. Donc, si on veut connaître le rendement, on va faire 50% fois 0,1 plus 50% fois 11%. Donc, c'est comme si on va dire 5%, 5,5, donc 10,5%. Donc là, le rendement, il est 10,5%. Est-ce que maintenant, on se tourne vers l'investisseur? Est-ce que, ou bien vers la politique de la banque, ou bien vers la direction risque marché? Est-ce que ce 10,5% sont suffisants ou pas? Bien sûr, par rapport à ce risque-là, 26,2. Si en fait, on n'a pas peur de risque, il existe en fait des portefeuilles qui ont un rendement plus élevé. Par exemple, ce portefeuille-là, où le risque est de l'ordre de 28%. Pour ce portefeuille-là, 40% Carrefour, 60% Michelin. Et après, en fait, puis on va converger vers un portefeuille où vraiment il y a trop de risques, il y a un grand risque de concentration, où on va mettre 100% sur Michelin. Donc si on met 100% sur Michelin, on va finir par un rendement tout simplement de 11%. Donc la formule elle est simple. 100% sur Michelin, donc 0 fois 10% plus 100% fois 11%. Voilà. Donc là, la courbe représente toutes les combinaisons possibles de composition de portefeuille avec les deux actifs précédents et les points bleus marquent les dizaines de possibilités. Donc que peut-on conclure? Bien évidemment, en fait, je vous donne, voilà, vous avez le temps, vous pouvez donner vos conclusions, dresser vos conclusions dans les commentaires. Maintenant, la théorie, question, comment on fait pour déterminer ces WI? Bon, tout d'abord, on peut par exemple effectuer des simulations Monte Carlo. On va dire, tiens, on va prendre un portefeuille, on va simuler des portefeuilles, 100% Michelin, 0% Carrefour, 100% Carrefour, 0% Michelin. Puis, entre 100% 0 et 0,100%, en fait, on va choisir, on va simuler 100, 10 000, 100 000 portefeuilles. On va finir par plein là ici de points, puis par une région vide, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et après, on va décider. Par contre, il existe en fait une théorie moderne de la gestion de portefeuille
Cette théorie est développée par Ali Markovitch dans les années 50, notamment avec l'article Portfolio Selection, Journal of Finance 1952. Je vous invite en fait à télécharger cet article, à le lire. Jusqu'à maintenant, les gens travaillent avec ces techniques de diversification. Donc, avant Markovitch, le choix des compositions de portefeuille se faisait en sélectionnant des titres individuellement selon leur rendement ou leur volatilité. Après Markovitch, le choix des compositions se fait également en prenant en compte la corrélation des variations des rendements des titres afin de minimiser le risque pour un même rendement. Donc, la formule de la variance du rendement d'un portefeuille est donnée par cette formule. Après, pour sigma, il suffit de calculer une racine carrée. Bon, ça c'est la formule du rendement. Et, par exemple, là, si on prend le cas d'un portefeuille qui contient 5 actions, on dispose de 5 actions pour composer notre portefeuille. Chaque point noir représente une composition possible de portefeuille. Là, nous avons 5 actions. Donc, le fameux portefeuille equally weighted, on va dire 20%. France Télécom, 20% Carrefour, 20% Renault, 20% Michelin, 20% Air Liquide. Je vous rappelle, là je suis dans le plan rendement-risque. Après, si on continue en fait nos simulations numériques, on va finir par une région remplie de portefeuilles, et puis il y a en fait une région vide. Aucun portefeuille. Donc cette région vide est caractérisée, c'est une zone de faible risque, mais de rendement élevé. Donc là, si je clique ici sur ce point-là, allez, ou bien sur ce point-là, si je projette, le rendement il est énorme. Et le risque, il est très faible. C'est théorique. Est-ce qu'il y a un portefeuille qui peut vérifier ce point-là? Non. Voilà, donc selon cette théorie de diversification, il existe en fait quand même certaines contraintes à vérifier. Il s'agit d'un problème d'optimisation quadratique. Donc, je lis, chaque point noir représente une composition possible de portefeuille. Donc, pour chaque point, on va dire, tiens, là c'est 100% Carrefour, 100% Air Liquide, 100% Michelin, 100% Renault, 100% Air France. Et là, en fait, c'est un portefeuille avec des coefficients, des WI différents pour chaque entreprise. L'ensemble des points noirs représente toutes les compositions possibles. Tous ces portefeuilles présentaient un rendement plus intéressant que celui du titre Carrefour pour un risque moindre. Donc, quand même, cette théorie nous permet en fait un guidage, puisque, imaginons si l'investisseur va mettre tout son argent pour une raison ou une autre sur Carrefour, après, selon cette théorie, on va lui dire attention, toute cette région qui se trouve à gauche en haut, le rendement est plus élevé que Carrefour et le risque est plus faible. Par contre là, en fait, on ne va pas concentrer tout le capital initial sur Carrefour, mais on va mettre des pourcentages sur Air Liquide, Michelin, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut comparer ici les portefeuilles en fonction de leur risque et de leur performance. Pour un couple rendement-risque donné, une combinaison des 5 valeurs est presque toujours préférable à une seule valeur. Encore une fois, c'est pour éviter le risque de bien évidemment de concentration. Si on met tout le capital initial sur un seul titre. La frontière efficiente. Donc graphiquement, on remarque qu'il existe toujours un unique portefeuille présentant le meilleur ratio rendement-risque pour chaque niveau de risque. L'ensemble de ces portefeuilles forme la frontière efficiente. Voilà, ça c'est la frontière efficiente. La frontière efficiente est constituée par les portefeuilles les plus rentables pour un risque donné. Donc, quand on fixe un risque, on trouve en fait le meilleur rendement. Donc, par exemple, pour ce risque-là, 30%, voilà le meilleur portefeuille. Parce que c'est le plus grand rendement. Parce que c'est bon, là, c'est-à-dire sur cette droite-là, tous ces portefeuilles possèdent le même risque. Et dans ce cas-là, il est mieux d'aller se placer sur le portefeuille qui maximise le rendement. Non? Et
Je finis rapidement cette présentation. En fait, c'était un survol rapide d'un grand cours de. Après, voilà, mon but, en fait, c'est juste de vous donner quelques éléments de réponse. Moi, dans ces vidéos, mon idée, c'est d'implémenter du code Python, mais il est quand même bien de comprendre, c'est-à-dire le métier sous-jacent, quand même quelques notions. Donc, j'espère dans ces vidéos en fait de vous montrer comment implémenter une stratégie complexe qui utilise plusieurs algorithmes, machine learning, deep learning et bien évidemment des stratégies de trading. Voilà. Donc l'idée là, bon, allez rapidement, on va commencer à partir d'un marché. Bon là j'ai pris l'exemple du marché tunisien qui contient à peu près 80 entreprises. Mais dans notre cas, nous avons 4 paires de devises. Tout d'abord, en fait, on va effectuer une segmentation de ces 80 entreprises pour déterminer les groupes, c'est-à-dire les entreprises ayant le même comportement, pour après choisir la meilleure entreprise dans chaque groupe, c'est-à-dire qui s'approche du centre oui, du segment. À cet égard, on peut utiliser UMAP, on peut utiliser Camille, on peut utiliser Disney. Puis, on peut en fait encore appliquer un autre critère empirique, aller dire tiens, on va choisir les entreprises avec la plus grande capitalisation, high capitalization companies, ou bien on va dire tiens, on va travailler uniquement sur les entreprises ayant en fait une faible capitalisation. Puis on va dire tiens, on va choisir les entreprises qui ont en fait une capitalisation moyenne, ni très grande ni très faible, sachant qu'il existe dans la littérature des articles qui stipulent que les portefeuilles sur les entreprises à moyenne capitalisation, enfin à capitalisation moyenne, donnent le meilleur rendement. Bon, j'ai un article publié, vous pouvez trouver dans la bibliographie. Tout ça, bon, je vous montre en fait l'article. Donc, Medroubahi, SSRN, voilà. Il suffit d'aller ici, puis. Ah, voilà. Donc, dans cet article, un supervised learning diversification applied on the Tunisian stock market before and during the COVID-19 crisis. Si on part vers les références, il existe en fait un article qui parle que, c'est-à-dire qui explique qu'il y a du backtesting et tout, qui explique que. Oh, il y a des gens qui m'ont cité. Non, c'est bien ça. En fait, qui explique que. Ah tiens, bon, il y a un article qui nous enseigne, ça fait plaisir ça fait plaisir. Dual Feature Fusion Trade Execution Framework with les 2QM. Ok, ça c'est bien, ça c'est bien. Ok, je viens de découvrir ça devant vous. Bref, donc nous avons ça, puis en fait, une fois on finit par ces entreprises, on va appliquer des modèles de diversification, on va dire tiens, on va appliquer Markovitch, hein, ou bien Hierarchical Risk Parity, c'est un modèle qui utilise des arbres de décision développé par Prado, un professeur de finance, maintenant qui travaille dans le fonds souverain d'Abu Dhabi. Il est très très connu et il est parmi les pionniers financiers qui appliquent le machine learning, le deep learning, l'intelligence artificielle en finance de marché. Puis il y a en fait un portefeuille empirique, equally weighted. Puis en fait, à partir de cette diversification, on va finir par des poids avec chaque modèle. On va prendre uniquement les top 20%. L'idée en fait, c'est de dire tiens, on va utiliser la règle de Pareto, voilà. Et puis en fait, sur ces 20%, l'idée en fait aussi, c'est de réduire les coûts des transactions en réduisant le nombre, mais en même temps, il faut aussi réduire le risque. Là, on va appliquer des stratégies de trading. Donc, sur chaque entreprise, on va appliquer des techniques empiriques, mathématiques, machine learning, enfin, des stratégies MACD, Mean Average Convergence Divergence, pour trouver ces signaux d'achat et de vente, et bien sûr,
s'engager dans le marché, par exemple avec un capital initial, 50 000 dinars, 50 000 euros, ou bien 10 000 dollars, ou bien peu importe, effectuer nos backtests. Bon, maintenant, rapidement, puisque j'ai évoqué ici l'analyse technique, c'est-à-dire comme et les indicateurs techniques, comme MACD, hein. Donc, je vous ai préparé en fait rapidement, je vais vous montrer quelques slides d'une présentation où je commence à vous parler en fait de ces stratégies de trading qui sont basées sur des indicateurs techniques. Par exemple, là, nous avons le Moving Average Convergence Divergence, MACD. Puis, nous avons en fait le RSI, Relative Strength Index. Puis, nous avons par exemple le Money Flow Index, MFI. Formule, code, résultat. Nous avons en fait le fameux Bollinger Bands, le band de Bollinger. Formule, code, résultat. Nous avons DEMA, la moyenne mobile Double Exponential Moving Average. Description, formule, code, résultat. Puis nous avons le DMAC, Dual Moving Average Cross. En fait, il existe en fait une bonne centaine. Nous avons OBV, On Balance Volume. Formule, code, résultat. Et voilà. Bon. Allez, je vais en fait rapidement parler, par exemple, je vais choisir une stratégie qui est basée sur des indicateurs techniques. Allez, MACD. C'est quoi MACD? MACD, c'est Moving Average Convergence Divergence. C'est un indicateur d'analyse technique de suivi de tendance, ce qui signifie qu'il examine la dynamique d'un actif pour déterminer si la tendance est à la hausse ou à la baisse. Et en tant que tel, il peut être utilisé pour fournir des signaux de trading et identifier des opportunités de trading. Il a été créé par Gérald Appel dans les années 1970. La divergence est terme général dans le trading utilisé lorsqu'un oscillateur ou l'indicateur de momentum ne confirme pas la direction du mouvement actuel des prix. C'est-à-dire que lorsque le prix se déplace dans une direction, le MACD se déplace dans la direction opposée. Je vous donne la formule. En fait, là, j'ai oublié de vous rappeler que ces indicateurs se divisent en 4 familles. Il y a la famille momentum, la famille trend ou tendance, la famille volatilité et il y a la famille volume. Il existe 4 familles. Donc, l'indicateur est calculé en faisant la différence entre une moyenne mobile exponentielle de 12 périodes et de 26 périodes. Donc déjà, à partir de l'indicateur MACD, on calcule la ligne de signal qui correspond à une moyenne mobile exponentielle de 9 périodes. Donc j'imagine que, c'est-à-dire à l'école polytechnique, vous avez eu des cours d'économétrie, donc vous avez travaillé sur des séries temporelles, donc vous connaissez, ça veut dire quoi une moyenne mobile simple ou bien une moyenne mobile exponentielle. Bien sûr, dans les vidéos suivantes, je vais commencer à vous donner les formules et on va discuter de ça et comment les implémenter. Donc l'idée est simple. En fait, on va prendre par exemple cette série temporelle, la cotation de l'euro-dollar sur une période donnée, puis on va choisir une fenêtre de 12 périodes. Donc là, puisque là on travaille avec une granularité de 10 minutes, donc sur 120 minutes, donc 2 heures, puis on va glisser cette fenêtre et on va calculer une moyenne mobile exponentielle. Donc on va finir par une série temporelle moyenne mobile exponentielle, période 12. Puis on va refaire la même chose avec une moyenne mobile plus lente. Donc là c'est rapide, 12 périodes, et là c'est lent. C'est une moyenne mobile longue. Ça veut dire que ça prend du temps pour faire ces calculs, puisque ça nécessite 260 périodes, là 226 périodes. Donc là c'est 12 périodes fois 10 minutes, donc 2 heures. Là c'est 260 minutes. 60 fois 4. Ça va donner 240, donc nous avons 4 heures et 20 minutes.
260 ou moins 240, 20 minutes. Voilà, 4 heures et 20 minutes. Donc là, c'est plus lent. Là, c'est rapide. Et là, c'est lent. Lent, L-E-N-T, pardon. À partir de l'indicateur MACD, on calcule la ligne de signal. Donc là, on va prendre ça, puis on va calculer la différence entre ces deux moyennes. On va finir par une série, par une courbe. Et sur cette courbe-là, on va calculer une moyenne mobile exponentielle de 9 périodes. Donc la formule de MACD est donnée par cette formule. MACD, c'est 12 périodes EMA, 12 period exponential moving average minus 26 period exponential moving average. Utilisation de MACD. La ligne de signal est utilisée pour localiser les entrées sur le marché. Par exemple, acheter lorsque la ligne de signal passe au-dessus de la ligne MACD et vendre lorsqu'elle passe en dessous. Bien évidemment, 12, 26 et 9 ne sont pas figés, c'est-à-dire on peut backtester avec... donc l'idée ici c'est rapide, lent et moyen. Donc on peut, là au lieu de 9, on peut prendre 10, on peut prendre 11, là au lieu de 12, on peut travailler avec 15, et là au lieu de 26, on peut travailler avec 30. En fait, tout dépend de nos backtests. Et ça vous rappelle quoi ces backtests? C'est-à-dire si on va commencer à changer ces hyperparamètres. Ça vous rappelle en fait le tuning des modèles machine learning et deep learning. Donc on n'est pas trop loin de la data science. Donc ça, c'est une classe qui implémente cette stratégie MACD. L'idée c'est d'utiliser en fait un framework BackTrader BT, et puis on va implémenter les périodes, donc short period 12, long period 26, signal period 9. Puis en fait là nous avons une méthode, une première méthode init. Attendez. Puis en fait là une méthode log, notify order, et ainsi de suite. Là puis en fait on va s'engager sur le marché. Donc on va effectuer notre backtest. Donc si le M cross est supérieur à 0, donc c'est un buy, sinon c'est un sell. Et on finit par ça. Donc le backtrader permet d'effectuer, c'est-à-dire ces backtests sur plusieurs entreprises, plusieurs signaux. Donc là par exemple le cash, c'est 113 000 $, et puis en fait on a fini par gagner, quoi. Par augmenter le capital initial. Donc là en vert ce sont des signaux d'achat, en rouge ce sont des signaux de vente, et on voit bien là l'intersection entre MACD en rouge et le signal en bleu. Voilà, donc à chaque intersection on va acheter ou bien on va vendre. Donc là le signal bleu coupe le signal rouge du haut en bas, donc c'est un signal d'achat. Là le signal bleu coupe le signal rouge à partir du bas, donc c'est un signal de vente. Et déjà là je vous demande en fait qu'est-ce que vous en pensez de ces résultats. Par exemple là en fait on va acheter, et justement en fait la cotation a monté. Donc si on achète ici et on vend ici, on va gagner de l'argent, c'est vrai, bien sûr moyennant les fees. Pareil, si on achète ici, on vend là, ou bien si on achète ici et on vend ici, si on achète ici et on vend ici, on voit bien que après le cas optimal c'est d'acheter là et de vendre ici, mais en fait il existe quand même un certain délai à cause de ces moyennes mobiles 12, 26, 9. Donc il faut faire des calculs. Après bien évidemment, c'est le backtest qui nous permettra de décider. Je rappelle aussi que ces calculs, en fait, ces backtests sont effectués sur des données historiques. Donc est-ce que le passé va se réaliser dans le futur? J'en sais rien. Mais c'est le principe en fait d'un backtest. Il existe en fait un autre indicateur technique, c'est le RSI. Le RSI est un indicateur de dynamique utilisé dans l'analyse technique qui mesure l'ampleur des changements de prix récents pour évaluer les conditions de surachat ou de survente du prix
d'une action ou d'un autre actif. Le RSI est affiché sous forme d'oscillateur, un graphique linéaire qui se déplace entre deux extrêmes et peut avoir une valeur entre 0 et 100. Cet indicateur a été développé à l'origine par Welles Wilder Jr. et introduit dans son livre fondateur 78 New Concepts in Technical Trading Systems. La formule. En fait, c'est simple. On va prendre RS, relative strength, c'est la valeur moyenne sur X période up closes, et on divise ça par la valeur moyenne du même nombre de périodes avec en fait fermé à la baisse, à la fin de la séance. On calcule ce RS, on fait 100 sur 1 plus RS, on multiplie par moins 1 plus 100, on obtient RSI. Donc, généralement, lorsque le RSI dépasse le niveau de référence horizontale 30, c'est un signe haussier. C'est le moment d'acheter. Lorsqu'il glisse en dessous du niveau de référence horizontale 70, c'est le moment de vendre. C'est un signe baissier. En d'autres termes, on peut interpréter que des valeurs RSI de 70 ou plus indiquent qu'un titre est en train de devenir suracheté ou surévalué et peut être pris pour un renversement de tendance ou un recul correctif des prix. C'est selon, bien évidemment, la théorie de l'analyse technique. Je peux vous montrer, par exemple, que l'une des banques les plus réputées, par exemple en Forex, par exemple Citibank, publie des rapports, en fait. Par exemple, ce rapport-là, c'est un rapport qui a été publié le 30 octobre, donc qui couvre en fait la semaine, qui couvre toute la semaine passée, donc a été publié le 30 octobre, c'est-à-dire lundi dernier, donc qui a couvert toute la semaine passée. Et on trouve là les différentes paires, par exemple le USD JPY, donc on trouve la cotation, ces canaux, c'est aussi de l'analyse technique, des résistances, des supports, des droites, et on trouve RSI 11. Donc là, c'est l'indicateur RSI 11. Puis il y a le deux niveaux, 30 et 70. Donc là, en fait, on est à 70, ça dépasse, donc il faut vendre. Et bien évidemment, là, on remarque que c'est comme si RSI a prédit ce mouvement sur le USD JPY. Et là, en fait, on est inférieur à 30, donc il faut acheter. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'on remarque là? En fait, on a eu un changement de tendance. Je vous donne pas, je suis pas en train de vous donner des consignes d'achat ou de vente. En fait, c'est purement académique, c'est purement éducatif, mais je suis en train de vous dire que c'est-à-dire il y a un grand débat, est-ce que ces techniques d'analyse technique fonctionnent ou pas? Moi je vous dis par exemple là que la banque la plus réputée en termes de marché des devises étrangères à travers le monde, Citigroup Bank, publie des rapports financiers où on trouve des indicateurs techniques, par exemple la RSI 11. En fait, moi, pendant le cours, je ne veux pas travailler avec RSI 14, avec une moyenne mobile de 14. Là, par exemple, on est sur le GPB, GPB USD. Pardon, je vérifie la direction. Oui, USD GPB, donc pound. Donc là, en fait, on a dépassé 70. C'est un signe, en fait, donc il faut vendre. Short, voilà. Puis à ce niveau-là, on est inférieur à 30, donc il faut acheter. Après, bien évidemment, en fait, il faut être rigoureux. Nous, on ne va pas faire ça manuellement. L'idée, en fait, c'est de programmer tout ça avec des algorithmes. Encore une fois, RSI sur le CHF-JPY. Et ainsi de suite. Donc, je reviens donc sur cette présentation. Voilà le code qui permet d'implémenter la stratégie de RSI dans le module BackTrader. BT.stratégie, c'est une classe, puis on définit 1, 2, 3, 4 méthodes. Puis voilà, puis là on implémente.
Si RSI inférieur à 30, buy. Si RSI supérieur à 70, c'est. Donc là, c'est un exemple en fait. On voit RSI 14 en bas. Après, est-ce qu'on va travailler avec RSI 14, RSI 11, RSI 10, RSI 20? C'est le backtest qui permet de faire ça. Donc nous avons un paramètre en fait à changer. Le 14, vous avez compris, le 14 c'est là, c'est le nombre de périodes. Voilà, c'est le X. Voilà, voilà, j'espère que j'étais clair. Bon, je vais arrêter ici, sinon la vidéo va devenir très très longue. Donc voilà, grosso modo, le business understanding. Donc dans la prochaine vidéo, je vais commencer en fait à parler un peu de la prochaine éthique, puis je vais commencer à coder, spécialement quand on dispose des données. Donc je vais ouvrir un Jupyter Lab et on va commencer à coder ensemble. Merci beaucoup pour votre attention.